Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre info Monsoi de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola Champangui, Zola à tout le monde, c'est le bonheur. Oui, Champangui, c'est avec une grande joie que je fais ce Kaboula multidimensionnel. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme, puisque, comme vous le constatez, nous allons aborder un sujet qui nous passionne tous et toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, en effet, de Kemet, de l'Égypte des anciens. J'aimerais tout simplement survoler ce sujet profond que je vais aborder en profondeur dans le Kinkulu Kieto, notre ancestralité Congo. Chers Olampangi, Zola à vous tous et à vous toutes, Zola à nos ancêtres, Zola à Mama Wandombi, la source divine unique. Alors, si vous vous connectez, prenez le temps de partager, prenez le temps de liker, prenez le temps d'inviter les voisins, les voisines, mettez ce lien, chers Olampangué, dans vos espaces respectifs afin de faire vibrer la tradition avec bonheur. Kemet, le cœur brillant de l'Afrique. J'aimerais pas dire Kimuntu, le cœur brillant de Katiopa. Bon, alors ici, au-delà du mythe, c'est la véritable identité noire et africaine de l'Égypte antique. Mon but à moi ici, ce n'est pas de vous dire que l'Égypte était noire, on le sait, mais je vais quand même passer par là. Mon but est de vous dire tout simplement que, chers Olampangi, nous avons eu une histoire glorieuse. Et au cours de notre histoire, l'esclavage, la colonisation est une petite virgule qui ne va pas nous empêcher de renaître comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle civilisation. Nous sommes à l'aube d'une renaissance sacrée. Chers Olampangi, au cours de l'histoire de l'Afrique, de Katiopa, il y a toujours eu des hauts, des bas. Mais ce que j'aimerais vous dire dès le début, le commencement, c'est que vous devez comprendre une chose. Nous avons été vaincus parce que nous avons perdu la trame historique. C'est-à-dire que beaucoup des nôtres du continent ou dans sa diaspora, que ce soit dans les Caraïbes, dans les Amériques, en Europe, un peu partout, beaucoup des personnes d'origine africaine n'ont aucune idée sur l'histoire de l'Afrique. Et ça, c'est un piège, c'est une erreur. Et ça, il faut comprendre cela dès le départ. Et si vous voulez vous en sortir, que ce soit dans le domaine de Nsaku, l'univers spirituel, vous devez en effet avoir la connaissance sacrée, la conscience historique, ce que les aînés nous ont laissé comme héritage. Si vous voulez avoir une stabilité dans le domaine de la matière, dans le domaine de l'organisation sociale, dans le domaine des affaires, il est important également, chers Olampangi, d'accéder à la conscience historique transgénérationnelle de nos anciens. Si vous voulez également, chers Olampangi, avoir accès à l'univers de la posture sociale, le plan Nzinga, le leadership Congo, et il faut également avoir une conscience, cher Mpangi, de notre histoire. Hélas, je pense que vous l'avez déjà constaté, beaucoup des nôtres ont une version historique des colons, des colonisateurs, des escrocs VIP, des envahisseurs. C'est triste. Vous allez voir, lorsque vous arrivez en Afrique, beaucoup d'Africains vont connaître l'histoire d'Isaac, d'Abraham, d'un certain Moïse, Charles Lampangi, mais ignorent leur propre histoire. Et c'est triste. Voilà pourquoi vous voyez que, chers Lampangi, nous sommes manipulés et manipulables. Voilà pourquoi nous sommes perdus comme peuple en majorité, parce que chez Mpangui, beaucoup ignorent l'histoire de notre tradition et de notre peuple. Mon but ici, ce n'est pas de nous faire l'histoire, en fait. Mon but ici, c'est de vous dire qu'il est temps. Il est temps de comprendre que, en fait, votre situation de vie, votre déficit bancaire, votre problème de vie émane, découle de l'ignorance de la conscience historique, chers Olampangi. C'est triste de voir un peuple qui ignore son histoire. C'est triste de voir un peuple puissant qui a marqué l'histoire de l'humanité ignorer l'histoire. C'est chaud, Mpangi. J'aimerais dire c'est hypothétique, métatronique, démoniaque.
Voilà pourquoi il est important de se ressaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kemet, que nous connaissons. Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Charles Lampangi ont travaillé là-dessus depuis des années. Et aujourd'hui, la majorité ont une idée. Mais j'aimerais vous ajouter ceci. Si vous poussez un peu votre réflexion et votre analyse dans le monde dans lequel nous vivons, vous serez étonné de constater que Babylone, Charles Lampangi, était bâti par des mélanodermes. La Mésopotamie dont on vous parle dans l'histoire, tout cela était bâti par les mélanodermes. L'histoire des Sumériens, Charles Lampangi, c'est l'histoire des mélanodermes, des Kamites, comme on dit. Charles Lampangi, l'histoire des Esséniens, c'est l'histoire des mélanodermes. Vous devez savoir que même lorsque nous rentrons en Asie, la première dynastie Xia asiatique chinois, je vous l'ai déjà montré avec des preuves génétiques, des articles scientifiques, ce sont des mélanodermes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde puisse se blanchir de cette manière? Beaucoup vont vous parler d'une certaine histoire de dépigmentation de la peau suite au climat. Ce n'est pas le point de vue de la tradition Congo, ce n'est pas la vision des anciens. Ça, c'est l'arnaque VIP pour expliquer les bêtises. L'occupation des Indiens, c'est sans des mélanodermes. Bon, on les appelle les peuples bleus. Pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, vous voyez de quoi je parle. La Chine, le Japon, la Philippines, n'en parlons pas. Philippines, là, quand je l'ai à l'ambassade chez moi, il y a les Philippiens, actuellement en 2026, noirs. Noirs, noirs, noirs. Ça veut dire qu'en fait, les négritos en Asie, l'Asie, n'en parlons pas. Non. Maintenant, je vais vous dire aussi que la première civilisation que les Indiens ont trouvée en Iran, ce que vous appelez les Perses. Les anciens Perses, c'était encore les mélanodermes. Bon, laissez tomber. Bon, c'est bon, je prends ma retraite, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment nous avons été manipulés pour ignorer que partout sur la surface de la Terre, de l'Afrique en Asie, de l'Asie en Europe, de l'Europe en Amérique, l'Océanie, tous les territoires du monde, toute la terre était remplie d'un seul peuple, les mélanodermes. Qu'est-ce qui s'est passé, même pas Guy, pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir, entre parenthèses, le coderme, les Européens, d'où viennent-ils réellement? Ah, la question, la question. Ouais, c'est la question. Voilà. Il y a des réponses, mais tout le monde n'est pas prêt à écouter cette réponse. Bon. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette voie. On va essayer de laisser cette réponse à ceux qui veulent y avoir accès. Mais pour le moment, restons sur ce que nous pouvons tous nous fonder de manière, je vais dire, tangible, que vous pouvez comprendre également. Il est clair de comprendre maintenant déjà que le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, partout là, il n'y avait que les mélanodermes. Nous avons été décimés, massacrés, tués. Beaucoup pensent même que les anciens Libyens, les Cyranaïques là, c'était des Arabes ou des Berbères. Non, non, non. Charles Lampangi, il n'y avait que les mélanodermes. Dans toute la planète, il n'y avait que les mélanodermes. Toute la planète. Alors, quand je vous dis ça, ça veut dire quoi? La fois dernière, je vous ai fait un caboula sur les Vikings. Même même Odin, ce que vous appelez Thor, le divin Thor, avec le marteau qui contrôle la foudre, Charles Lampangi, c'est un Loa, c'est un Orisha, Charles Lampangi, de la tradition du Bénin ancien. Hein? Vous comprenez, on est au Nigeria là. Bon, ce qui veut dire que même les divinités, chers Olampangi, ont été blanchies. La question que vous devez comprendre, c'est que le mal qu'on nous a fait est tellement enraciné que nous avons du mal aujourd'hui à comprendre que dans l'histoire de l'humanité, à une période donnée, sur toute la surface de la Terre, il y avait une homogénéité sur toute la Terre. Ce que vous appelez les druides, ce que vous appelez les Celtes, il y avait que les mélanodermes, des rastas, des rastas. Donc, je salue la communauté rastafari du monde entier. C'était des rastas, des initiés de haut niveau, des nganga, comme nous l'appelons dans la tradition. Bon. Il est clair, les Olampangui, qu'il y a un problème. Le problème, c'est que lorsque je dis ça, les gens vont commencer à s'énerver. Mais de quoi ils parlent? Mais attends, c'est pas possible.
ça ne m'intéresse pas. Ceux qui veulent savoir sont libres de le savoir. Ceux qui ne veulent pas savoir, vous êtes libres de rester dans l'état dans lequel vous êtes. Mais il est important de comprendre. Déjà, je parle à des gens qui ont l'esprit ouvert pour comprendre les enjeux, que cherche Lampangui, c'est chaud. C'est très chaud. Bon, avant que je puisse avancer, aujourd'hui, je vais d'abord faire un partage écran. Donc, je vais partager l'écran une fois de plus, parce que là, euh, au moins, il y a des choses à lire. Parce que vous savez, dans le Kimuntu, ceux qui veulent creuser peuvent creuser pour avoir accès à des connaissances qui libèrent. Alors, Mpangui, je vais donc partager mon écran et vous allez en effet avec bonheur cerner cela. Donc, je partage l'écran et puis je vais rendre hommage déjà à Ivan Van Sertima, notre grand maître euh, vénéré, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez l'enjeu. Ivan Van Sertima est le maître d'un certain Runoko Rashidi. On ne va pas s'arrêter de parler de ces gens-là. Bon, il est là, c'est un être exceptionnel. Et c'est cet être qui a écrit le livre Ils y étaient avant Christophe Colomb. Bon, je vous conseille déjà d'aller lire. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, allez lire le livre avant que nous puissions parler. OK? They come before Columbus. Ils y étaient avant Christophe Colomb. Le livre est à lire. OK? Et dans ce livre, cher Zolan Pangui, vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre, par exemple, que les Olmecs, les hommes caoutchouc, vous voyez la tête là, les bâtisseurs des pyramides du Mexique. Bon, parenthèse, pyramide du Mexique, pyramide du Mexique à Teotihuacan. Peut-être que les gens sont focalisés sur l'Égypte du matin au soir. Pyramide du Mexique. Voilà, pyramide du Mexique. Vous savez, pour ceux qui savent, ma petite fille porte le nom de Maya. Et je lui ai dit, mais pourquoi ta fille porte le nom de Maya? Vous devez savoir que notre peuple, nous avons bâti des civilisations en Amérique, chers Mpangi, la cité des dieux à Teotihuacan. Ça là, ben, il faut lire Champagny, Ivan Van Sertimo. Bon, pendant que certains dorment en train de perdre le temps dans les débats inutiles, les humains du monde entier viennent pour faire le pèlerinage, le tourisme devant les temples sacrés de Teotihuacan, chers Zulampangi, au Mexique. Et toutes ces constructions sont des constructions que nous avons effectuées, chers Zulampangi. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous raconte à l'école, ok? Ça ne s'apprend pas à l'école, ces choses-là. Les pyramides sont debout au Mexique. Et pour comprendre cela, allez lire le livre dont je viens de vous présenter, le livre de Ivan Van Sertima sur Ils y étaient avant Christophe Colomb, cher Mpangui. C'est un livre qui va vous briser, qui va vous reconstruire, qui va vous... Bon, il faut avoir des moyens quand même. Les livres aujourd'hui, vous voyez ici par exemple, ça coûte 900 euros. Allez, ah, je vous avais dit, cher Mpangui, pour ceux qui ont des déficits bancaires, on ne peut rien faire pour vous. Pour ceux qui ont des moyens, cher Pangui, préparez vos 1000 euros, allez acheter le bouquin. Vous voyez, le livre, 900 dollars, cher Jonathan Pangui, c'est chaud, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, c'est comme ça. La connaissance, cher Pangui, ça coûte. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé en Amérique, they came before Columbus, lorsque les Maliens actuels, lorsque le grand-père de Conca Moussa s'est déplacé pour aller vers le cher Zolampangui, l'Amérique, hein, à cette période-là, il y avait déjà une civilisation installée en Amérique. Bon, d'abord, ce livre est à lire, mais ça, c'est Ivan Van Sertim. OK? Euh, Comme parenthèse également, à côté de cela, je vais vouloir que vous lisiez un autre livre que je vous ai déjà donné qu'on appelle Tarana. Bon, ça, c'est Tarana, cher Zolampangui, c'est écrit par Patenjan. Paté, c'est un Sénégalais. Il enseigne à l'université aux États-Unis. Et bon, c'est 300 euros quand même, hein, c'est pas 900 comme l'autre. OK, on est d'accord? Bon. Donc, vous avez Tarana ici. Voilà. C'est à lire. C'est à lire. On n'a pas le choix. Bakary II, 1312, et Christophe Colomb, 1492. Bon, on ne sait pas qui est parti découvrir qui est quoi à la rencontre de Tarana, Champagne ou l'Amérique. Alors, le livre est à lire. Okay, c'est un livre, quand tu le lis, tu fais des bons rêves, ton cerveau se débloque, l'aliénation se brise. Lisez.
On peut faire que ça, parce que je me dis, si on parle encore là, c'est chaud. Vous avez donc Tarana, c'est fait par Patendian, et ce livre est enseigné à l'université. Hein, c'est dans les programmes américains. Mais sauf que les Africains, souvent, on n'a pas accès. Bon, déjà, il faut acheter un livre de 900 euros. Chez Jean Pangui, quelqu'un qui gagne 50 000, 100 000 sur le franc CFA, sur le continent africain, pour avoir 900 euros, 1000 euros, c'est 650 000. Là, papa, il faut une année de travail pour acheter un bouquin. Vous voyez comment on nous a bloqués. Le livre de Ivan Van Sartiment est presque devenu inaccessible au commun des mortels. Il faut peut-être voir du côté de Taméry à Paris. Et je salue mon frère de Taméry. Peut-être qu'il en a là-bas avec un prix abordable parce que les 900 euros là que j'ai vu sur Amazon, c'est un peu chaud. Bon, donc il y a Tarana qui est là, l'Amérique. Lorsque vous lisez le livre là, de Tarana, vous lisez Ivan Van Sartima, chers Olampangi, vous comprenez le monde différemment. Vous devez bien comprendre que les connaissances sont là. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Mais le monde dans lequel vous vivez, je dis bien vous vivez, la majorité des humains, est un monde faux, falsifié, shintaorisé. Comme je vous ai dit, sur la surface de la Terre, il n'y avait aucun Asiatique, il n'y avait aucun Occidental, il n'y avait aucun Rouge, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'un seul et unique peuple, hein, une civilisation unique sur toute la Terre. C'est la civilisation, cher Zulampangui, des Olmecs. Des Olmecs. Bon. Bon, je précise aussi, parenthèse, là je vous parle de Tarana, on est en Amérique, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est en Haïti, et puis Ivan Van Sartima, ça change la manière de percevoir la réalité. On est d'accord? Donc ce livre hein, est à lire, et l'autre livre également. Maintenant, cher Zoulampangui, Ivan Van Sartima a eu un petit. Et ça, je ne vais jamais s'arrêter là-dessus, m'arrêter de vous le partager. Il s'appelait, paix à son âme, hein, Runoko Rachidi. Là, c'est le grand frère. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, vous voyez que c'est un homme humble, un homme posé. Alors, Runoko Rachidi, le petit de Ivan, lui aussi, il a rejoint les ancêtres, là. Et voilà, là, c'est Runoko, devant les Olmecs, dont j'étais en train de vous parler, la présence, c'est comme devant Columbus. Donc, Runoko est en train de montrer qu'il avait la même tête que les Olmecs. Toute sa vie s'est battue là-dessus. Mais sauf que son combat était dans le domaine asiatique. Lui, c'est plutôt l'Asie, c'est un dilemme. Vous comprenez? Le game se passait au niveau de l'Asie. Donc, Runoko Rachidi, lui, il a travaillé, il a écrit des livres, et parmi lesquels vous avez, par exemple, Histoire millénaire des Africains en Asie. C'est à lire. Champagne, s'il vous plaît, faites au moins semblant. C'est un livre à lire. Voilà, vous avez Histoire millénaire des Africains en Asie. 100 000 ans, pas 100 ans, pas 200 ans, pas 1000 ans, pas 2000, 100 000 ans de présence africaine en Asie. Lorsque vous lisez ce livre, si vous êtes sérieux avec vous-même, sauf si vous êtes possédé, mais si vous êtes vraiment posé, vous ne pouvez pas sortir de là n'importe comment. Sauf que regardez, lorsque vous partez aujourd'hui sur Internet pour acheter ce livre, regardez, 2000 euros. Nous, on a eu avant, on a eu ça avant, mais ceux qui viennent après nous là, 2000 euros, cher Zulampangui, vous comprenez le game. Amazon a frappé. Bon, on va acheter le livre à 2000 euros maintenant. Tu es obligé de pouvoir dire, mais c'est trop cher. Alors, on te tient. Ils te tiennent. Vous comprenez le game. Bon, nous, on a eu la chance d'avoir le bouquin parce que lorsqu'il était vivant, on pense que. Voilà. Mais c'est pour cela que c'est chaud, en fait. C'est chaud. Les livres comme ça ont des prix qui font très mal à la tête. Mais il faut le lire. Il faut le lire. Vous savez, dans le livre, il vous parle des Arabes. Il vous parle des chers Zulampangui, des premiers Noirs d'Asie, les premiers peuples d'Asie. La civilisation chinoise avant, la civilisation coréenne, parce que vous allez découvrir que les Coréens, c'est eux qui ont peuplé le Japon par la suite, mais les Coréens d'avant n'étaient que des mélanodermes. Chers Zulampangui, c'est des choses que vous devez savoir. Mais ça, il faut lire. Et ce qui est bien avec Runoko Rachidi, dans son livre, il y a des photos. Okay? Il y a des photos. En lisant le livre de Runoko, vous allez voir qu'il a mis des photos dedans. Hein? Lui-même dedans aussi, puisqu'il filmait, il est parti voir les Négritos. Et il y a une civilisation en Asie qu'on appelle l'Empire de Khmer. Empire de Khmer, comme les Camerounais, Khmer. L'Empire de Khmer. L'Empire de Khmer, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais sauf que le Khmer, là, c'est au Cambodge. Et dans les enquêtes de voilà, l'Empire de Khmer, c'est ça. C'est vos ancêtres. Hein. Là, je vous parle de l'Empire de Khmer, ce sont vos ancêtres. Avec vos têtes, là, vos têtes du Congo, du Sénégal, du Mali, du Botswana, voilà, nos ancêtres. Sauf que nous ne sommes pas sur le continent africain. Et pour découvrir ces gens-là, il faut aller sur le livre de Runoko Rachidi, l'Empire d'Angor. Oui, ouais, encore là, voilà, ça c'est les images, vous allez retrouver les images là à l'intérieur du livre de Runoko. C'était des mélanodermes, ok? Voilà, c'est des mélanodermes, rasta s'il vous plaît, avec le nez qu'il faut, les lèvres qu'il faut. Et autour de ce temple-là, de ces êtres-là, jusqu'à aujourd'hui, vivent encore des êtres qui sont comme nous en Afrique. Vous avez, par exemple, dans le livre en question, vous allez découvrir, par exemple, des gens qu'on appelle les Dravidiens. Mais moi, je vais vous parler des Dravidiens, mais des temples Dravidiens. Des temples Dravidiens. C'est ça qui est impressionnant. Les Dravidiens, pardon, les Dravidiens sont des êtres comme nous, hein, comme les gens de Kinshasa. Voilà, les Dravidiens sont comme les gens de Kinshasa. Et sauf que dans le monde dravidien, cher Jolan Pangui, vous avez des ancêtres, c'est nos ancêtres à nous. Parce que vous ne pouvez pas vous limiter parce que la France a décidé et l'Allemagne de traiter l'Afrique comme étant un continent où il y a des pays. Où on a dit, bon, là, c'est maintenant le Sénégal, là, c'est seulement le Mali, là, c'est maintenant le Niger, là, c'est maintenant la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Berlin, 1884-1885, où ils ont séparé l'Afrique en continents, en pays, en différents pays. Euh, pour celui qui veut se libérer d'une prise des forces astrales, il faut d'abord commencer par ça. Il faut couper cette partie de l'histoire. Ce qui veut dire que des civilisations comme les civilisations dravidiennes, alors si j'enlève temple dravidien, je vais vous montrer un peu les Dravidiens, comment sont les Dravidiens. Voilà, vous voyez, c'est eux là qui ont construit ces temples-là. C'est chaud. Voilà, ils ont construit les temples. Donc, ces gens que vous voyez là, qui ont bâti les temples, que vous voyez les temples dravidiens, malgré le métissage aujourd'hui, vous avez encore des personnes comme ça en Inde. Pour ceux qui voyagent un peu, chers Zulampangui, vous retrouvez en effet les Dravidiens, un peuple très ancien, bâtisseurs des civilisations. Et puis, eux, je vous explique dans l'histoire dravidienne, les migrations, comment ils ont quitté l'Afrique, comment ils sont partis vers l'Inde, comment ils sont installés en Inde, et ainsi de suite. Et peut-être que vous ne le savez pas, lorsque vous arrivez dans le monde dravidien en question, vous allez découvrir, par exemple, que l'hindouisme, en fait, les religions au niveau dravidien, chers Zolampangui, sont très proches au rythme de chez nous. Et vos Bouddhas, vos Krishna, tout ce que vous avez dans vos films, là où ils ont tout blanchi, l'Inde avant, quoi. La tête d'un Congo. Mais ça, ça existe jusqu'aujourd'hui. Tu prends ton billet, tu vas dans l'univers indien, tu trouves les Dravidiens, ils sont mélanodermes, ils sont comme ça, comme vous voyez là. Bon, mais il y a eu des films, il y a eu des documentaires, il y a eu des Ariens qui sont arrivés et les Ariens ont occupé le territoire, les Ariens ont détruit. Sauf que nous qui voyageons beaucoup là, comme vous savez, lorsque je suis arrivé en Inde, en fait, ils ont quelque chose qu'ils appellent les Vimana. Vimana, comme ça. Bon, je ne vais pas survoler dessus parce qu'il y a tellement de polémiques là-dessus. Vimana. Oh, je dis Vimana, mais j'écris Vamina. Ok, excusez-moi. Ouais, c'est Vimana. Ok. Ils ont quelque chose qu'on appelle les Vimana dans la structure indienne. Donc là, vous avez les Vimana. Et en Inde, hein, en Inde, c'est sérieux. Ce n'est pas un débat. Les Indiens, c'est la première puissance en informatique. Ce n'est pas un petit pays. Ils sont 1,4 milliard. Ils ont des temples qui dépassent l'entendement des humains. Et il y a des livres, voilà, Vimana, où ils vous parlent des aircraft, des ovnis. Et les ovnis de Pépé Trump. Il n'y a pas très longtemps, Trump a voulu déclasser les sujets ovnis. On est en train de savourer en ce moment. On attend la période où on sera capable de vous le donner. Peut-être que vous êtes informé que Trump, Charles Zoulampangui, est en train de déclasser les dossiers ovnis. Bon, ça, c'est les Vimana. Ce sont des Vimana et les Indiens expliquent comment Charles Zoulampangui, les Ariens sont venus avec les Vimana trouver les Dravidiens pour les chicoter. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, en Inde, ils expliquent que non, on a eu contact avec des peuples venus d'ailleurs. Mais
Bon, il y a maintenant un colonisé qui va dire: «Ouais, moi, je suis pas d'accord». On ne te demande pas ta permission. C'est ça, en fait. On n'a pas le temps de demander la permission de quelqu'un. L'Inde est une super, super puissance. Elle est nucléaire. Elle a 1,4 milliard. Quand vous arrivez à New Delhi, un quartier de New Delhi, c'est toute la France. 1,4 milliard d'humains. La France a 37, 38 millions. Donc, toute la France. 38 millions. 65 millions, pardon. Environ 67 millions. Toute la France, c'est un quartier de New Delhi. Comme on a dit les Chinois, c'est un quartier de Pékin. Matongé de Pékin. Donc, vous voyez qu'en effet, à un moment donné, quand vous avez devant vous une civilisation de 1,3 milliard d'humains, bon, là, je vous montre l'Inde. Je peux un peu vous montrer le Japon. Vous allez faire une dépression parce que le Japon nous a nourris avec XOR. Mais il y a des musées, des aircraft, mais bon, des ovnis, comme on dit aujourd'hui, qui n'est même pas un mot utilisé de l'autre côté, mais les Vimana, OK? Bon. Et puis, ce sont les Vimana en question, ce sont les scouts volants indiens qui est à l'origine, cher Zolampangui, des temples que nous avons construits. La question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui s'est passé pour que on puisse mettre un lien entre les Vimana et les temples dravidiens? Pourquoi les temples dravidiens ont la forme, cher Zolampangui, des ovnis? Question. Mais ça, je ne vais pas rentrer en voilà, je pense que ce sont des bribes que je vous donne comme ça. J'espère que ceux qui ont l'esprit ouvert, vous aurez un esprit ouvert. Pour les autres, ça ne sert à rien. Je pense que vous savez, il y a certaines personnes, on ne peut plus, c'est fini, c'est cramé, c'est mort. Il faut seulement les regarder, rentrer dans le néant et rejoindre l'univers astral. Mais pour ceux qui ont l'esprit ouvert, chers Zulampangui, comprenez bien qu'il y a une réalité comme ça qui existe. Bon, donc vous avez les Indiens. Et donc, si vous me cernez, et j'espère que vous me comprenez, vous allez donc comprendre l'histoire sacrée du livre de Runoko Rashidi, hop, voilà, Runoko qui nous parle des Dravidiens, voilà, que vous voyez ici, et les Dravidiens qui sont considérés comme étant les intouchables aujourd'hui par des êtres venus d'ailleurs. D'ailleurs, vous, mais c'est à vous d'aller chercher. Ça ne sert à rien. Donc, en somme, c'est ça. Vous comprenez? Donc, en Inde, il existe donc des Dravidiens et, cher Jonathan Pangui, les Ariens. Quoi, ces Ariens? Les Ariens. Les Dravidiens et les Ariens. Voilà. Vous avez, par exemple, ici, vous voyez, vous avez ici, au-dessus, les Indiens Dravidiens et en bas, des Indiens Ariens. D'où la race aryenne dont chercher Hitler à former en Allemagne. C'est pour ça que les Européens s'appellent les Indo-Européens, parce qu'ils viennent de l'Inde, de la vallée de l'Indus. Vous devez cerner ce que cela veut dire. Un Européen te dit il vient de l'Inde. En Inde, il y avait les Dravidiens, les filles indiennes dravidiennes. Elles sont détestées par les Aryens. Et puis, en Inde, il y a un système de castres. Il y a un système de castres pour toujours nuire, castres en Inde, où les Dravidiens qui étaient là avant, ben, lorsque les autres sont arrivés, ils les ont chitaorisés, braqué leur terre, détruit leur civilisation. Donc, vous avez les castres supérieurs, vous voyez là, voilà, les brahmanes, et ainsi, je sais pas quoi, et puis les castes inférieures, les shudras, et puis les hors castres. Ils ne sont même pas dans les castres. Ce qu'on appelle en effet les intouchables, les Dalits, hein, les Dravidiens, vos ancêtres. Donc, même en Inde, là, vous n'êtes même pas classé dans l'ordre. Ils ont refusé. C'est compliqué quand même. Bon, d'après ce que j'ai compris, au Japon, lorsqu'on arrive en diplomatie, on nous a fait comprendre que non, M. Nsouadi ne peut pas raisonner comme ça parce que l'Inde abolit les castres officiellement. Il a dit, ah, mais la réalité, ce n'est pas ce qu'on a vu. Voilà, il y a les castres en Inde et ils sont très méchants avec leurs Dalits, c'est-à-dire les Dravidiens, c'est-à-dire les Mélanodermes. Donc, vous avez donc le livre de Runoko Rashidi, notre aîné, que vous devez lire pour ceux qui veulent lire, aiment lire. C'est très important de le lire. Et alors, à côté de ça, donc vous avez ça, Renko Rachidi. Et puis, à côté de cela, vous avez également, alors je vais mettre Europe ici, vous allez comprendre une chose, c'est qu'il a écrit ce livre. En fait, vous devez en effet accéder à ça, c'est-à-dire la présence Black Star, les African Presence in Europe. Vous allez voir également que, en effet, cher Lampangi, en Europe, il n'y avait pas des blancs. Vous allez dire, mais tu as dit, comment ça ne fait pas des blancs? Je suis en train de vous dire des choses qui font mal à la tête.
Comment se fait qu'il n'y avait pas des blancs en Europe? Mais les Français, mais les Allemands, non, il n'y avait pas de les rois d'Europe, les anciennes civilisations européennes, les Celtes dont on vous parle, tout ça là, il n'y avait aucun blanc. C'est compliqué quand même, hein? Bon, donc cher Tanguy, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Voilà la question que vous devez tous et toutes vous poser. D'où viennent-ils? Comment se fait-il que nous avons la présence et encore, vous avez encore un autre aïe, 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 je voulais rater ça. Lorsque vous partez en Australie, voilà, comment ils appellent déjà? L'aborigène. Lorsque vous arrivez en Australie, vous avez encore un autre peuple là-bas, nos cousins, nos cousins. Ils sont maltraités, aïe, 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 ils sont tués, c'est compliqué la vie des aborigènes. Ils sont là depuis des millénaires. Hein, cher Jonampani. Justice et guerre en Australie aborigène. Les aborigènes, cher Zolampangi, ont été métissés par force, comme on fait le Brésil, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a trop de sensibilités inutiles. Mais j'aimerais que vous puissiez vous intéresser à la spiritualité aborigène. C'est magnifique. Cher Zolampangi, mais on les a blanchis. Vous voyez là? Il y a un combat au niveau des aborigènes. On a attrapé leurs enfants, on les violait. Regardez, vous allez les voir, une Australienne aujourd'hui, claire de peau, parce que en fait, les mêmes, hein, les mêmes, ils sont venus d'ailleurs. Et c'est ça comme ça pour qu'on se comprenne seulement. En massacré. Donc, quand je vous dis qu'on était partout, mais quand je vous dis partout, mais partout, hein, ça dit, c'est pas un détail de l'histoire de l'Australie. Vous avez ce qu'on appelle les négritos. Les négritos. Oui, ouais, les négritos. Il ne faut pas que je rate les négritos. Négritos. Vous avez les négritos. On est en Asie, hein? On n'est pas au Congo. Ils sont. Mes chers de Pangui, je n'ai même pas envie de vous montrer les vidéos. Vous avez fait. Aujourd'hui, ils sont enfermés dans les parcs. Et aujourd'hui, ils sont maltraités, les négritos. C'est compliqué. Mais c'est toujours nos cousins. Nos cousins qui continuent à subir la discrimination shintaorique, iséphétique, métatronique, démoniaque. Alors, avec tout cela, j'aimerais que vous puissiez cerner une chose importante. C'est que je vous conseille d'aller lire. OK? Il y a quand même 2-3 livres, non? Tarana, Ivan Van Sertima, et puis vous avez Runoko Rashidi. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir comment se fait-il qu'on est partout sur la Terre. Attendez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. On est partout sur la Terre. Regardez. Mais on va vous dire quand même qu'il y avait un problème de climat. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas eu de problème de climat. Comprenez-moi bien. Les aborigènes d'Australie ne sont pas devenus des blancs. Ils sont là depuis des milliers d'années. Okay? On les a trouvés comme ça, comme ça. Okay? Et on les a violés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer des réparations de la même manière que pleurent les Mpangui, les Mpangui, chers Mpangui, au niveau des Caraïbes. Vous comprenez? Australie, vous me comprenez. Il n'y a pas des mots. OK? Bon. OK. Donc, le combat est dur. OK? Le combat est dur. Les Australiens refusent de donner davantage de droits aux aborigènes. C'est comme s'il y avait les Australiens et puis il y avait les aborigènes. Vous comprenez le deal, hein? Bon. Le combat est dur. Et les aborigènes continuent, voilà, aborigènes, quand l'Australie se penche sur les crimes de la colonisation. Pour ceux qui sont dans le Kimuntu, vous voyez le noir au rouge, bien sûr, du symbole aborigène, leur drapeau de lutte. Donc, partout, on a le même combat. Les gens luttent. Bon, bref. Maintenant,
À côté de ces gens, les aborigènes, à côté des négritos, des Philippiens, à côté, alors, vous avez par exemple l'ancêtre, l'ancêtre des Anglais. Est-ce que je vais trouver ça? Ouais. Il n'y a pas très longtemps, ça va qu'est-ce qui les pique en ces derniers temps? Les Anglais tirent leur origine de leur culture, plusieurs vagues d'immigration, ainsi de suite. Sauf que le Cheddar-Man, l'ancêtre britannique, avait la peau noire. Quoi? Ah, ils ont dit quoi? Non, 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 non. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si l'ancêtre des Britanniques avait la peau noire, à ce le point, alors, est-ce que si je l'ouvre, vous pouvez le voir? Est-ce que si je l'ouvre, vous pouvez le voir? Attendez. Donc, il faut d'abord que je ferme et puis je vous repartage l'écran. Attendez. Donc, le point publie que non, on a fait, on a la génétique démontre que le Cheddar-Man, l'ancêtre britannique, quoi, avait la peau noire. Non, 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 mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire Cheddar-Man, l'ancêtre britannique avait la... Cette découverte a été réalisée grâce à la qualité de l'ADN, OK, prélevé et aux nouvelles techniques de séquence du génome. Cheddar-Man vivait il y a 10 000 ans. Donc, il y a 10 000 ans en Angleterre, le mec là, c'est-à-dire que c'est génétique, ils ont reconstruit. C'est-à-dire Cheddar-Man roulait. Il roulait pour lui, avec ses baskets et tout ça, parce que n'oubliez pas que vous n'avez aucune idée comment le monde était à la période de Cheddar-Man. Ce qu'on va vous raconter de lui, c'est la version officielle de l'histoire, que c'était un monsieur comme ça, avec un petit cache-sexe, comme... et puis on découvre que les pharaons existaient. Il y a 10 000 ans, l'Égypte était déjà construite. 10 000 ans, c'est pas loin. C'est qu'il y a 10 000 ans, il y avait Cheddar-Man. Hein? Déjà, on faisait des mathématiques au Congo avec l'os du Shango. Vous me comprenez là? Nous, on faisait déjà les maths au Congo avec l'os du Shango. Ce qui veut dire que 10 000 ans dont ils parlent, eux, c'est hier. Hier. Donc, hier en question, alors la question, c'est que si c'était hier, là, la question qui se pose, c'est que où, comment il y a 10 000 ans à aujourd'hui, comment ils ont fait pour arriver là? Donc, le Cheddar-Man là, Charles Olampangui, lui, il faisait du ski, il faisait son ski en Angleterre. Mais il dit que c'est leur ancêtre. OK, bon, c'est bien. C'est leur ancêtre. Soit. Imaginons que c'est leur ancêtre. On va attendre, Cheddar-Man. Vous avez aussi l'ancêtre, voilà, aujourd'hui, je voulais un peu, hein, ancêtre des Russes. Je voulais un peu jouer avec vous aujourd'hui parce que, cher Zolampangui, souvent, on ne se pose pas de telles questions, on est d'accord. L'ancêtre des Russes, l'homme, alors, donnez-moi, voilà, ouais, l'ancêtre des Russes en question. Oh! Vous devez comprendre une chose. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Lorsque ces gens-là vous parlent de l'histoire et qu'ils ont découvert génétiquement que c'était un mélanoderme, n'oubliez pas que personne ne connaît la forme de la tête qu'avait la personne, hein. La génétique dit qu'il était noir. Mais comment était sa tête? Là, c'est de l'imagination. Vous me comprenez là? Donc, ils vont chercher à créer, ah, peut-être qu'il était comme ceci, peut-être qu'il était comme cela. C'est de la spéculation. Vous me comprenez? Donc, les formes qu'ils donnent là aux nôtres, aux vieux là, aux vieux, comme le Chidarman anglais, cher Zolampangui, ce sont des formes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient réellement. Parce que vous me comprenez. C'est très important. OK? C'est très, très important. Voilà. Donc, cher Zolampangui, je voulais vous montrer ça. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez maintenant, puisque nous sommes tous focalisés sur l'Égypte aujourd'hui, lorsque vous prenez l'Égypte des pharaons, vous savez, cher Zolampangui, qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a constaté, pour ceux qui vont souvent dans les musées, que les momies ont des nez cassés. Ça, Diop l'a prouvé, Théophile Obiang l'a prouvé.
il y a eu ce qu'on appelle la grande falsification. Et donc, pendant des siècles, l'histoire dominante a délibérément déconnecté l'Égypte de ses racines africaines. Ils ont décidé que l'Égypte ne peut pas être africaine. Donc, il fallait écrire des planches où ils blanchissaient les Égyptiens. Ils ont dissimulé une vérité historique pour servir un agenda culturel, puisque en effet, face à leur civilisation, qui n'a rien, parce que lorsque tu vas au Louvre, je ne sais pas si vous avez constaté, il n'y a pas l'histoire ancienne occidentale. Il n'y en a pas. J'arrive au Louvre, j'ai demandé, bah, écoute, je vais voir l'histoire de France. Et on parlait de l'histoire de France qu'ils ont fabriquée hier. J'ai dit non, la période pharaonique, il n'y en a pas. Période soudanaise, encore là, c'est mort. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas d'histoire? Parce que si vous rentrez en profondeur, ce qu'ils appellent les Gaulois, j'avais fait un Kaboula avec vous, où on a parlé, on a retrouvé l'histoire de France. Une petite vidéo là que j'avais mis sur mon Facebook à l'époque, et le livre, on a retrouvé l'histoire de France. C'était pas l'histoire, c'était pas des Blancs. Je dis ça comme ça pour qu'on soit clair. Les Gaulois, là, les fameux Gaulois qui ont déterrés en France, à Paris, c'est pas des Blancs. Et dans le livre, il faut que je vous montre le livre. Attendez, 2 secondes. Parce que vous là, peut-être qu'en lisant, ça va aider. Il y a tellement de têtus dans la communauté, puisque la fonction principale, c'est maintenant être têtu. C'est maintenant une science. Donc, voilà, j'ai trouvé le livre. Je vais vous partager l'écran. Voilà, donc je disais tantôt que l'histoire de France, par exemple, ce n'est pas l'histoire qu'on vous raconte à l'école. L'histoire qu'on vous raconte à l'école de la France est une fausse histoire. C'est chaud quand même, hein, ce que j'ai dit là. OK, d'abord, partagez l'écran. Voilà. Regardez, un livre à lire. C'est écrit par Jean-Paul Desmoules. On a retrouvé l'histoire de France. OK? Là, vous voyez, les Français sont en train de faire des recherches. Non, les gens bossent, hein. Ils sont en train de faire des recherches, creuser dans les anciennes civilisations. Sauf que ce qu'ils ont trouvé, c'est quoi? C'est autre chose. Bon. Est-ce que je peux agrandir ça pour qu'on puisse le lire ensemble? Oui, on peut agrandir. Pensez-vous vraiment que les Gaulois, ces pittoresques barbares, furent nos ancêtres et que les Romains sont passés par là pour nous civiliser? Croyez-vous que le baptême de Clovis fut le moment fondateur de l'identité française ou que le Moyen Âge a été qu'une longue nuit précédant la Renaissance? Alors, ce livre est pour vous et pour ceux qui n'ont qu'une envie, reprendre le fil de l'histoire réelle de la France. Pas ce qu'on t'a enseigné à l'école, bêtise, parce qu'il fallait créer une histoire fausse pour unifier les gens et manipuler les gens. S'appuyant sur l'immense richesse des fouilles menées sur l'ensemble du territoire français, Jean-Paul de Moule, Charles Lampangui, revisite siècles et millénaires. Il nous emmène à la rencontre de l'Homo erectus, il y a plus de 1,6 million années, comme à celle des soldats tombés lors de dernière grande guerre. On découvre aussi Alésia et Vercingétorix, quartier juif du Moyen Âge et l'influence arabe dans le sud de la France, ou encore l'affaire des faux de Glosel. On croise aussi avec étonnement ces colons du Moyen-Orient. Ces colons, ouais, on a découvert que l'Europe, il y avait des esclaves. Lorsque, bon bref, je voulais dire lorsque l'homme blanc était esclave des Noirs, mais ça c'est quelque chose d'autre. Donc, on croise aussi avec étonnement ces colons du Moyen-Orient qui ont apporté sur notre sol l'agriculture. C'est pour ceux qui pensent que l'agriculture est née en France, il faut lire, il faut faire tomber le lire. Donc, apporter sur le sol l'agriculture, l'élevage, il y a environ 7800 ans. Car notre métissage existe depuis la préhistoire. Avec cet ouvrage, il devient possible de réfléchir en connaissance de cause à cette fameuse identité française qui interroge nombre de nos contemporains. Bon, lui, c'est un archéologue là, avec son équipe. Regardez, ils sont en train de creuser en France. Sauf que ce livre-là, Charles de Lampangui, c'est dangereux. Voilà, ce livre-là est dangereux.
Le livre là est plutôt très dangereux, cher Zoulampangui, pour des personnes de mauvaise foi. Alors, il y a une vidéo que j'aime bien. Alors, je vais enlever le livre. Je vais enlever le livre. Il y a une émission où il est passé sur France 2, je pense, comme ça. Je ne sais pas si ils l'ont supprimé sur Internet. Sur France 2. France 2, je pense. France 2. Alors, est-ce que. Mais je ne vais pas vous mettre la vidéo parce ils vont supprimer ma vidéo. Mais il y a une vidéo, cher Zoulampangui. Bon, allez faire des recherches. Sinon, il y a une vidéo où il est passé pour raconter, présenter son livre. Ben, écoutez. Bref, ce que j'aimerais vous dire tout simplement avec Zola, tout simplement également, c'est que lorsque vous allez avoir, vous allez avoir accès à ce livre, vous allez le lire, vous serez étonné que ce que vous savez de la France, c'est pas la vraie histoire de France. Et aujourd'hui, avec les livres comme le livre de Jean-Paul Demoule, vous allez voir que ce que vous appelez les Gaulois, là, c'est ça, des Kamites mélanodaires, vos ancêtres qui géraient Paris à l'époque, les Égyptiens anciens, les Égyptiens anciens. Voilà. Donc, tout ça là, hein, les Anglais qui retrouvent leurs ancêtres, là, tous ces gens-là, l'homme de Tcheldar, il n'y a que 10 000 ans, donc hier, alors que Charles Zoulampangui, il y a 10 000 ans, nous, on travaille déjà sur l'os du Shango. L'os du Shango. On travaille déjà sur l'os du Shango. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, l'os du Shango ou bâton du Shango est un artefact préhistorique vieux de plus de 20 000 ans, découvert en 1950 sur les rives de lac Édouard en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il y a 20 000 ans. Il est célèbre pour ses encoches gravées considérées par de nombreux chercheurs comme le plus ancien trace de calcul et de pratique des mathématiques de l'humanité. Donc, ça veut dire que comme mon ancêtre à moi pratiquait la mathématique sacrée là, c'est en Belgique, je pense. Voilà, c'est en Belgique. Ils ont mis ça devant je pense, le musée hein, en Belgique. Et lorsque mes ancêtres à moi étaient en train de travailler l'Ostichango, il y avait un noir qui était en train de gouverner en Angleterre. Oui, mais on va le mettre comme s'il habillait en peau des animaux, alors que nous sommes en train de faire l'arithmétique au Congo. Est-ce que vous suivez les games? C'est des bêtises à dormir debout quand même. C'est-à-dire qu'on te dit que non, l'Angleterre était gouvernée par un noir il y a 10 000 ans. Mais au même moment, on va te dire que le Congo était gouverné par les mathématiciens, les arithméticiens, il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, mon ancêtre est en train de faire les mathématiques au Congo. Alors, si je mets ici là, Belgique, parce que je pense qu'ils avaient mis quelque chose. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Musée, ça c'est en Belgique. Voilà. Donc, ça c'est dans le musée carrément. Voilà, pour ceux qui sont en Belgique, c'est dans le musée L'Ostichango. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on sait que ça a donné naissance à l'arithmétique. Voilà, les Shango. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, vous devez savoir que les mathématiques les plus anciennes dans ce monde-là dans lequel nous vivons, là, a été découvert dans l'eau, dans les rives du Shango. C'est au Congo, c'est en RDC. Bon, il faut le savoir. Il y a des livres, des documentaires, ainsi de suite. OK? Bon, les suites numériques et tout ça. Mais sauf qu'il y a 20 000 ans, ils ont daté. Il y a 10 000 ans, l'Angleterre était en train de. Bon, si déjà on faisait les mathématiques il y a 20 000 ans, au Congo, cher Zolampangi, comment se fait-il que l'anglais occidentalisé, le coderme apparaît? Bon, à quel moment il apparaît? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous cernez l'enjeu? Ah, attendez, lorsque je vous montre les Shango, vous ne voyez même pas ce que je vous montre, en fait. Attendez, je vous partage la page de l'os Shango. Voilà, j'étais en train de vous montrer l'os Shango. Voilà. L'os Shango, là, c'est au musée de Belgique. Ils ont mis un grand. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'os Shango. L'os Shango. L'os Shango, également appelé bâton d'Ishango, sont des artefacts archéologiques découverts au Congo et datés de peut-être 20 000 ans. 20 000 ans, oh oui. J'ai dit, bon, écoute, on porte plainte, c'est bon. Donc, oui, les origines mathématiques, cher Zoulampangui,
Et ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre fonctionnement. Donne-moi 2 secondes. Donc, Champagnat, excusez-moi. Donc, c'était pour vous dire tout simplement que il y a des histoires qui ne tiennent pas debout. Des histoires de datation, OK? Il y a des histoires de datation. Donc, on vous dit qu'au Congo, on faisait les maths. Au même moment, l'homme, occidental n'existait pas encore en Angleterre, mais on va le mettre avec des poils, il y a seulement 10 000 ans, alors que nous étions en train de faire les mathématiques au fond de la alors, un jour, lorsque nous aurons le temps, j'aimerais vous présenter un peu, ce que nous avons comme document très ancien sur la présence, sur le continent africain. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à notre Kabula, c'est que, Charles Lampangi, ils ont cassé les nez. Ils ont cassé les nez. Représentation des Égyptiens avec, une peau claire, artificiellement séparés de leurs voisins nubiens. Voilà, vous voyez? Ils vont dire que non, mais bon, les Égyptiens étaient des voilà. Dans les musées, vous allez voir qu'il y a la présentation sélective et des statues exposées avec des nez cassés, hein, ils ont cassé et ou parfois ils cassent même les lèvres et façonnent subtilement les traits africains. Et les pharaons et divinités incarnés par des acteurs, européens, renforçant le mythe d'une merveille méditerranéenne isolée, comme si, à l'époque, ils pouvaient même savoir lire et écrire. Mais ça, vous devez le savoir. Donc, il y a le mythe eurocentrique, c'est-à-dire une anomalie isolée, l'Égypte, hein, tournée vers la Méditerranée, séparée de l'Afrique primitive. C'est comme ça qu'ils préparent les je présente les choses au niveau géométrique et géographique, alors que la réalité, c'est que, c'est l'Égypte, la pierre angulaire de la civilisation africaine, nourrie par le Nil, connectée au continent. Vous savez, j'étais en France, j'étais en train de parler avec un étudiant de master de droit français et lui, je lui ai expliqué que l'Égypte, c'est en Afrique. Il me dit: «Non, je ne suis pas d'accord». Je lui ai dit: «Pourquoi?» Il dit: «L'Égypte, c'est au Moyen-Orient». J'ai dit: «Attends, où est-ce que tu as eu ça?» «Oh non, à l'école, il dit il était en master. Il m'a dit: «Lorsque j'étais en licence, j'ai appris à l'université que l'Égypte est au Moyen-Orient». J'ai dit: «Est-ce que tu as déjà vu l'Égypte sur une carte?» Il m'a dit: «Quoi?» Il dit: «Est-ce que tu as déjà tapé l'Égypte sur une carte?» «Oh non, mais mon professeur m'avait dit c'est au Moyen-Orient». J'ai dit: «C'est sur le continent, c'est même pas détaché, c'est pas une île». Parce que vous savez, ils ont créé ce qu'on appelle le Moyen et le Proche-Orient. Mais un jour, on va en parler. Je pense qu'un tel sujet doit être traité en privé. Parce que le Proche et le Moyen-Orient est une invention satanisée. Parce que lorsque vous allez voir les cartes, les vraies, pas ce qu'on vous montre le Mercator, il y a un pangé, laisse tomber, rien à voir. Déjà, la Terre n'est pas comme ça. Cher Pangé, vous serez choqué. La Terre a des compartiments, la Terre est multidimensionnelle. Il y a des parties de la Terre dont l'humain actuel n'a même pas accès. Il y a des humains qui vivent sur la Terre dont nous autres, là, on n'a pas accès. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Revenons d'abord à notre sujet là. Donc, l'identité physique, qu'est-ce que le mythe eurocentrique veut nous dire? Ben, les Égyptiens, c'est une population homogène à peau claire, des traits caucasiens, c'est-à-dire comme Jésus de Nazareth, cheveux. Même Jésus, là, il a colonisé. Parce que là, Jésus, c'est un Américain, les yeux bleus, les cheveux là. Alors qu'ils disent qu'il est du Moyen-Orient en question. On ne comprend plus rien. Bon, bref. Alors que la réalité kémite nous dit que, au niveau identité physique, diversité subsaharienne, reflétant le continent, hein, teint allant de brun foncé au noir de Jaïs là, cheveux crépus, très larges, le nez, Peul, le nez, Congo, le nez en fait, on est tous là. Donc vous comprenez le game? Bon. Au niveau de l'origine du monde, le mythe eurocentriste nous dit: mythologie dogmatique calquée sur les dieux lointains gréco-romains.
Parce que ce que vous savez de Isis, ce que vous savez de Nephthys, ce que vous savez de Mama Mayang, donc, la déesse Hathor, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, quand je vous dis n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Falsifié, truqué, et les gens pratiquent une spiritualité vampirique. Parce ils pensent parler de l'Afrique ou de l'Égypte. Et les gens, ils ont dit que l'Égypte est au Moyen-Orient, l'Égypte, il y a que le Kodam, l'Égypte. Donc, tout est faux jusqu'à la présence spirituelle. Alors que la tradition nous enseigne qu'il y a l'émergence pacifique des eaux primordiales, ancrée dans une sagesse ancestrale partagée avec le reste du continent. Et puis, les structures morales, Charles Lampangui, au niveau du mythe eurocentrique, domination, conquête, hiérarchie rigide, baston tous les jours, guerre sur guerre, les guerres tribales que nous avons en Europe, hein, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Quatrième Guerre mondiale. Mais non, 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 ils vont dire c'est nous, l'Égypte faisait ça. Non, non, non. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Égypte avait une morale fondée sur un principe cosmique qu'on appelle la Maat, la justice, l'harmonie avec la nature. Elle a dit qu'en Égypte des anciens, tu coupes une plante, le monsieur pleure, il pleure, on a coupé ma plante. Parce que ce n'est pas ce que vous pensez aujourd'hui. Ce n'est pas de l'écologie astrale, shintaorisée, pratiquée par des gens qui, chers Lampangui, sont anti-vie. Non. Alors vous voyez bien que Kemet, c'est la terre noire, et de cette terre noire, on a construit l'humain. C'est-à-dire que notre culture vient de la terre de Kemet en question. Donc, le mot Kemet, qui veut dire terre noire, veut dire aussi l'humain. L'Égypte antique n'était pas une exception géographique, même pas. Son nom indigène, Kemet, désigne la terre noire ou la terre des Noirs. Et je précise que ici, le mystère de limon du Nil, c'est à travers le limon du Nil que le Muntu est venu à l'existence. OK? Donc, c'est par le limon du Nil que nous avons été créés, forgés, structurés. C'est une représentation champagnier littérale et symbolique de la vie, de la fertilité et de son identité profondément africaine. La terre elle-même dictait l'agriculture, les festivals, la construction des temples, le monde naturel n'était pas séparé du divin. Il était le divin. Ntoto, Geb, Wichel Zolampangue. Pour les anciens, la terre était vivante. Et donc, vous comprenez que le Nil, cher Zolampangue, fonctionnait comme une autoroute d'échange dynamique. C'est-à-dire qu'il y avait des grands navigateurs. Cher Zolampangue, ils partaient de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, que je pouvais appeler Afrique du Nord, parce que la carte que je vous présente là, c'est pour que vous me compreniez, elle est inversée. Parce que la vision qu'avaient les anciens, c'est que la basse Égypte, c'est en Égypte là-bas. La haute Égypte, cher Zolampangue, c'est en Afrique du Sud, qu'on appelle Zoulou, en Congo. Donc, vous voyez que le concept, l'idée, concept spirituel, symbolique, les pratiques religieuses, l'influence marquée du Sud, parce que n'oubliez pas que lorsque les anciens en Égypte pratiquaient des rituels, ils regardaient l'intérieur du continent, d'où ils sont issus. Ça, c'est quelque chose que vous devez le savoir, comprendre. À partir de là, il y a des artisans à la cour royale, un reflet fidèle de la diversité subsaharienne. Vous avez, chers Olampani, des coiffures et des vêtements traditionnels identiques à ceux que l'on retrouve aujourd'hui sous les peuples Maasai, Yoruba, les Dinka, les mêmes choses, la même coiffure jusqu'à aujourd'hui. Les fresques originales montrent des teints allant du brun foncé au noir, avec des lèvres charnues, les nez larges que ces gens-là ne cessent de casser jusqu'à aujourd'hui par mauvaise foi. Et puis, la période que moi j'aime beaucoup, la 25e dynastie, j'en parlais, la renaissance couchite, vous savez, hein, les Soudanais, c'est d'où sont issus la tradition Congo. Hein. Lors des pharaons couchites, lorsque les pharaons couchites prirent le pouvoir, cher Zolampangi, pour chasser les Shintaori, parce que n'oubliez pas que l'Égypte a été conquis par les Shintaori. Et ils sont restés, je pense, 2 siècles, 2 à 3 siècles sur le continent. Oui, c'est pour ça que vous voyez que lorsque leurs descendants shintaorisés viennent faire des fouilles en Afrique, ils retrouvent des temples, des tombeaux, des leucodermes. Ils disent non, les leucodermes avec en Égypte. Nanana. Non, 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 non. Pendant 2, 3 siècles, la basse Égypte était conquise. Et donc, il fallait que les Soudanais, hein, les Bassoundi, puissent remonter, chers Olampangui, jusqu'en Égypte pour aller virer les Shintaori qui occupaient le territoire. Ils ne se considéraient pas comme des conquérants étrangers, mais comme des sauveurs des traditions antiques. N'oubliez pas cette partie.
Donc, il y a deux branches de même arbre, en fait, parce que la restauration et l'unité africaine. Ils ont rénové les temples lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ravivé le culte d'Imana, le cachet, et réaffirmé la mat comme principe directeur. Oui, avec la pierre de Shabaka. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas traiter n'importe comment en public. Bon, il est clair que leur règne, c'est-à-dire la 25e dynastie, fut un pont entre le sud nubien et le nord égyptien, unis sous une cosmogonie des valeurs, un héritage partagé, parce qu'il fallait virer. Mais hélas, les Perses, les Iraniens actuels sont revenus encore, parce que n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit, ça, je vais faire un Kabbalah dessus, les anciens Iraniens, les Perses, étaient des mélanodermes. C'était les anciens Soudanais. C'est-à-dire que ceux qui ont bâti la Perse ancienne, c'est des Soudanais. Et ces Soudanais-là, quand lorsque les Ariens sont arrivés, la guerre était atroce. La guerre était atroce. Bon, vous devez savoir que c'est les mêmes Perses, leucodermes, qui ont détruit l'Égypte. Il y a un monsieur qu'on appelle Combis, qu'on appelait Combis, un démon shintaorisé, reptilien, qui a entraîné la chute chez Zulampangi, qui a brûlé même la bibliothèque dite d'Alexandrie, où nous stockons les données depuis des siècles. Oui, en fait, cher Zulampangi, contrairement aux mythologies occidentales nées des batailles et des démembrements, pour nous, Champagny, la création africaine est un déploiement harmonieux. Pour ceux qui ont fait la cosmogonie Congo, vous voyez de quoi je parle. Parce que Kemet nous dit qu'au départ, il y a eu Noun, les eaux sombres et infinies du chaos, qui a donné naissance à Toum, le divin auto-créé par eux, un souffle ou une parole. Quand vous rentrez au Mali chez les Dogons, on vous parle du monde qui émerge du chaos aquatique par l'action d'esprit divin. Chez les Yoruba également, vous allez voir que le Dieu suprême Olodumare envoie Obadala, qui crée la terre à partir de l'abîme à queue. Notre création n'est pas la création d'un Dieu dangereux qui va en effet envoyer le diable, soi-disant, pour shintaoriser la femme, et puis la femme découvre qu'elle était nue, je ne sais pas comment elle a fait ça, mais et puis elle a fait goûter à son mari, le mari a découvert aussi qu'il était nu, après Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Dieu. Bon. Et puis, il a chassé les gens du jardin. Les deux, nus. Mais il les a mis quand même, les peaux. Il a d'abord tué les animaux lui-même, Dieu en question. Il a tué les animaux, il leur a donné les vêtements des animaux. Et puis, les deux qui étaient nus, parce qu'ils avaient goûté, je ne sais pas quoi, avec le serpent, se sont retrouvés dehors. Dehors de quoi? Oh, du jardin. Après, bon, ils vont souffrir et tout. Et puis là, enfin, bon, laissez tomber. Laisse tomber, cher Zulampangui. Ça dépasse la bêtise humaine. Je vous assure, si on nous avait raconté l'histoire de Superman, de Kal-El, les gens devaient aller à l'église pour adorer Kal-El. En fait, c'est incroyable l'humain quand même. Et pourtant, la tradition primordiale est toujours là. L'écologie spirituelle, la nature divinisée, parce que n'oubliez pas que les dieux qu'on appelle les dieux n'étaient pas des abstractions lointaines pour nous, mais la personnification de la nature africaine. Parce que dans la tradition africaine, ce qu'on appelle Aset, donc Isis, Mangu, la mère guérisseuse, maternité, magie et protection, résonne avec les mères ancestrales vénérées sur tout le continent. Nous avons Osiris, celui qu'on appelle chez nous Maou, le cycle agricole, le maître de l'agriculture, agriculture de renaissance, reflète les crues du Nil, les divinités agricoles africaines, la graine enterrée qui renaît. Vous avez Sekhmet, ce qu'on appelle chez nous, avec Zola, Mamankosi, et Impu, Anubis, qu'on appelle Ngaloufwa, cher Zulampangi, vous avez l'équilibre entre destruction et guérison. Sekhmet est connecté, bien sûr, à Inpu, c'est-à-dire Ngaloufwa, rôle de messager spirituel animal de l'univers de la mort. Et puis vous avez Eru, Horus, celui que nous on appelle Tat Hanzambi. On n'est pas confondre avec Pta Tanzambi. Rien à voir. Donc, deux consciences, deux rayons différents. Lui, royaume divin, descendant direct de Aset et de Osiré, c'est-à-dire un rayon nouveau, Charles Olampangi, qui va permettre la gestion de nos cités, le dirigeant comme médiateur spirituel. Donc, vous voyez qu'en effet, la résonance panafricaine a toujours été à notre disposition, puisque la mémoire culturelle partagée à travers le continent était toujours présente dans la mémoire des anciens. L'Égypte n'a pas emprunté à l'Afrique, elle a poussé sur le sol même de l'Afrique. Cher Zolampangi, la vénération des ancêtres. Oui, ça, Kemet, offrande continue, les noms inscrits sur des tombes, les rituels de passage. Et puis dans le monde panafricain aujourd'hui intérieur, chez les Akon, les Yoruba, les Bakongo, les morts restent des membres actifs et consultés de la communauté.
quand il y a des problèmes, on fait des réunions pour faire descendre l'ancêtre. Ce que les anciens faisaient. Les eaux sacrées, Kemet, le Nil est vénéré comme une divinité. On est d'accord, divinité vivante, bassin de purification dans les temples anciens. Aujourd'hui, dans l'univers panafricain, la révérence similaire pour les fleuves Congo, ce qu'on appelle chez nous affectueusement Nzadi. Nzadi, l'univers de la lumière. Et le fleuve Niger, le Zambèze, les sources de vie et de communication divine. Vous avez les temples cycliques et le soleil, chers Olampangui. La théologie solaire de Ra, de Atum, Atan. Et puis vous avez qui reflète la mort et la renaissance quotidien. Et puis la croyance continue dans notre tradition aujourd'hui, en un temps cyclique, naissance, mort, renaissance, comme l'équilibre cosmique, confère ceux qui sont à l'école Kimuntu sur le Dikenga dia Congo ou le Yova, que nous connaissons tous avec bonheur. Chers Zolampangui, vous comprenez donc que la Maat, le Ubuntu, le Bumuntu, la boussole morale de l'ancienne Égypte jusqu'à aujourd'hui, cette vision africaine du monde formait la colonne vertébrale morale de la société kémite, la société des anciens, résonnant à travers, bien sûr, ces temples, ces textes des anciens. Ouais, vous avez la Maat, la loi universelle de l'harmonie, de la justice, de l'équilibre cosmique, l'ordre moral exigé des dieux comme des humains. Et quand on dit Dieu, je parle des Nétourou. Quand je dis Nétourou, je parle des rayons. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Parce que quand on dit Dieu, c'est ce que le chrétien est en train de crier dans son coin. Mais il y a aussi le Ubuntu, cher Zolampangui, l'interconnexion humaine sacrée. Je suis parce que nous sommes. Et la confiance absolue en l'harmonie divine. On est d'accord qu'une civilisation qui maîtrisait la science sacrée est une civilisation qui est issue de la sagesse des anciens. Parce que les scribes, les architectes, les prêtres africains comprenaient que l'apprentissage de la spiritualité et la spiritualité sont indispensables. C'est un modèle de connaissance holistique, unissant l'intellect et l'esprit. Les temples monumentaux qu'on voit sur l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, partout, les pyramides, étaient de la géométrie sacrée alignée sur les étoiles. Les anciens étaient très avancés. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous montre à la télé. Vous devez comprendre déjà que, alors j'ai une image ici que je vais vous montrer, une image, parce que j'ai trouvé une image en question. Il faut que je vous montre quelque chose rapidement. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de l'Égypte, ils pensent que c'est vraiment ouais, des gens avec des caches secs en train de se balader. Non, cher Jolan Pangué, si je vous dis que les baskets existaient déjà, vous allez faire une dépression multidimensionnelle. Mais bon, je m'arrête là parce que c'est chaud. Bon, vous devez comprendre que ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Attendez, donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose de très rapide. Cher Zolan Pangui, voilà, j'ai trouvé, je vous partage l'écran. Mais l'Égypte, ce n'est pas ce que vous pensez, où les pyramides ont été. Alors, d'abord, il faut que vous compreniez une chose. Ouais, la pyramide, alors, partage l'écran d'abord. Est-ce que vous voyez la pyramide de Gizeh? Je vais prendre ça d'abord. Je prends la pyramide de Gizeh, regardez. Pyramide de Gizeh. OK? Voilà, je mets l'image. Ça, c'est la pyramide de. Vous voyez le plateau de Gizeh là? Voilà, vous voyez les pyramides, non? Lorsque vous regardez ça, vous pensez que ça a toujours été comme ça. Non, 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 ça n'a pas été comme ça. Maintenant, regardez. Je vais pas prendre la mosquée. Donc, la mosquée, bon, il y en a beaucoup, mais la mosquée du Caire. Du Caire, euh, mosquée du Caire, je vais faire quelque chose. Lac des pyramides. Alors, peut-être que pyramide. Voilà. Voilà, regardez ceci. Il faut que je vous montre quelque chose. À l'époque des anciens, voilà. Vous voyez voilà, c'est ça que je cherche, c'est-à-dire de Saladin, voilà. Vous voyez ça là, c'est El Kala, c'est c'est une grande mosquée du Caire, ok? Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous montre quelque chose pour que vous me compreniez. Bon, on va aller doucement. Vous voyez que la mosquée, vous voyez là, vous voyez les dômes de mosquée. Les dômes de mosquée ici sont couverts par une structure blanchâtre. C'est comme de la chaux. Ça là. Ce que vous ne savez pas pour certains, c'est que
Les pyramides que vous voyez aujourd'hui en Égypte, les pyramides que nous avons aujourd'hui au Caire, ça là, n'étaient pas comme ça. Ils étaient couverts. La pyramide était couverte. Alors, est-ce que je peux couverte? Est-ce qu'il va me donner quelque chose? Voilà. Suivez l'Empangé. Les pyramides en Afrique égyptienne, ce n'étaient pas des bouts de terre que vous voyez là qui n'avaient pas de sens. À l'époque des anciens, les pyramides étaient couvertes comme ça. Je ne sais pas si vous suivez, hein. Les pyramides que vous voyez debout là, c'était comme ça. Ils étaient au-dessus des pyramides, il y avait ce qu'ils appellent aujourd'hui les pyramidions. C'était en or. Au-dessus là-bas, il y avait la pyramide en or, comme ça. Donc, en fait, alors, attendez. Mais les sociétés étaient avancées. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on n'a même pas idée de ce que nous étions. Aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Égypte, on regarde l'Égypte, ouais, mais bon, les pyramides, c'est en briques cuites avec. Non, c'est pas possible. Alors, si vous voyez l'image que je suis en train de vous montrer, suivez bien. À l'époque des anciens, les pyramides étaient comme ça. C'est le Nil là que vous voyez là, était comme ça. Enfin, le Nil, devant la pyramide, il y avait comme ça. Et il y avait l'anneau qui couvrait la pyramide. Notre plateau de Gizeh avant était comme ça. Je sais, je sais que c'est un peu. Et puis il y avait de l'or comme ça, là, plaque, comme ça. Mais bon, c'était une parenthèse. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui comme version. Vous me comprenez? Comme version qu'on nous présente aujourd'hui des pyramides. Vous voyez que ce qu'on nous raconte aujourd'hui, chers Oulampangui, c'est chaud. Ici, juste en bas, je vous ai mis ce qu'on appelle Napta Playa. Ça, j'aborde dans les cours de Kinkulu Keito à l'école, la deuxième partie, les structures mégalithiques de l'Afrique ancienne. Que n'oubliez pas que nous avons eu une civilisation d'avant et on a construit autour de Napta Playa, mais on va aborder ça plus tard. Avant l'Égypte, il y avait une civilisation plus ancienne. Et puis, arrêtez de penser les pyramides avec les briques, comme vous voyez là, toute la couverture qui couvrait les pyramides a été volée. Ils ont construit la mosquée à côté. La mosquée, la mosquée. Non, mais je pensais que nous étions des démons. Je pensais, mais non, quand il s'agit de vol, les gens volent. Kemet n'est pas une merveille lointaine et oubliée. Elle fait partie d'un continent africain vivant qui inclut le battement du tambour de l'Afrique de l'Ouest, les danses des masques de l'Afrique centrale et les chants des guérisons de l'Afrique australe. L'Afrique a donné naissance à ces sciences bien avant qu'elles ne soient écrites dans les langues européennes. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir que la renaissance culturelle de notre peuple va passer lorsque vous allez avoir une nouvelle et vision plus puissante de l'Afrique. Et le problème avec l'Africain d'aujourd'hui, c'est que il pense que l'Égypte, c'est ce qu'on te raconte à la télé, c'est-à-dire les gens avec des cassex, des machins. Non, 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 non. Cher Jolan Pangui, il y a des vêtements en filament de diamant. Ça, on va en parler plus tard. On avait des chaussures, cher Jolan Pangui, en or, comme les Ghanéens d'aujourd'hui. Cher Jolan Pangui, c'est triste lorsque c'est l'autre qui raconte votre histoire et nous avons une vision tordue de la réalité. Aujourd'hui, même quand on parle du royaume Congo, les gens, ils pensent que le royaume Congo, c'était en fait un royaume des gens torse nu avec des flèches. Mais vous vous moquez de moi. Vous n'avez aucune idée. Mes chers Jounapangui, il faut que vous puissiez revenir sur les connaissances de l'ouverture des portes stellaires. Il faut que vous puissiez bien comprendre que quelqu'un pouvait être au Congo, il ouvre un Singini, on appelle ça, avec une technologie très avancée, avec le lithium. Votre lithium que vous découvrez aujourd'hui, mais les gens, mes chers Jounapangui, l'humanité a vraiment subi des dégâts quand même. Je vais m'arrêter là parce que, chers Jounapangui, ça fait. Non, je ne vais pas vous faire bugger là, mais c'est compliqué. L'Afrique, ce que nous connaissons de l'Afrique, ce qu'on nous raconte de l'Afrique, c'est après la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez, après la guerre. C'est-à-dire que, alors, il faut bien comprendre que dans le désert de Sahara, c'est-à-dire le Niger actuel, l'Algérie, le désert là, il y a eu une civilisation. Le désert de Sahara, cher Zolampangi, avait une forêt plus dense que l'actuelle forêt du Congo. En fait, lorsque vous comprenez cela, vous devez cerner que la vie d'avant n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Des civilisations avant l'Égypte ont existé. Tout cela a été détruit.
La guerre que nous avons vécue, cher Zulampangui, que j'appelle Vita Diakinta Amina, cher Zulampangui, nous a fait beaucoup de mal. Parce que si vous voyez les pyramides au Mexique, que je vous ai montré tout à l'heure, à Teotihuacan, vous pensez que on va vous mettre maintenant les Mayas avec les caches sexes. Ah non, non, l'envahisseur est dangereux quand même, quoi. Il va faire un film sur les bâtisseurs des pyramides, les gens qui maîtrisent le métier, qui s'habillaient avec les armures. Et cher Zulampangui, bon, pour terminer, parce que sinon je ne vais jamais terminer, vous savez, hein. Regardez, lorsque vous prenez, je reviens ici, il y a une série canadienne, heu, Stargate, La porte des étoiles, non? Qui a regardé ce SG1? Ça vous dit quelque chose? SG1, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez que cette série est une série fondée sur une histoire de la découverte des portes en Égypte? Maintenant, regardez, Stargate est découverte scientifique, pour ne pas dire archéologique, en Égypte. Égypte, hein? Votre Égypte que vous aimez. Et je vais faire voilà, Stargate, comme ça collé. Et puis, je vais mettre tous. Regardez. En fait, l'univers de Stargate, là, c'est pas un film seulement. Stargate. C'est d'abord une découverte en Afrique, en Égypte des pharaons. Alors, ce que je vais faire encore, article publié. En fait, dans le monde scientifique et réel, aucune Stargate porte des étoiles n'a été découverte. Suivez bien, hein? Cette idée révèle de la pure science-fiction. Point. Elle a été popularisée en 1994 par certains qui inspirent librement la mythologie égyptienne pour créer ainsi de suite. Les véritables découvertes archéologiques récentes et validées par les artistes scientifiques en Égypte concernent les structures historiques bien terrestres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Un temple lié à un culte de l'eau. Et puis, des monuments de Karnak, je vais revenir dessus, et puis des structures souterraines de Buto. Alors, il y a un scientifique arabe. Comment je vais vous trouver l'article? 2 secondes. Il faut que je vous trouve quelque chose. Un article que j'ai lu. Très bien. En fait, ce que je suis en train de vouloir vous montrer, c'est que euh, alors, attendez. Il faut que je trouve d'abord son nom. C'est que la série Stargate est une série qui émane des travaux scientifiques, des découvertes en Égypte. Et après, ils l'ont mis comme son science-fiction. OK, bon. Il faut que je le trouve, mais là, ça va perdre du temps. Il n'y a pas de souci. Dès que j'aurai cela, je pense que je vais vous faire un caboula là-dessus. Vous allez voir quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Parce qu'en effet, les Égyptiens anciens avaient la capacité de pouvoir traverser des dimensions à travers les portes, cher Zulampangui, en utilisant une technologie liée à l'eau. Mais bon, anyway. Très bien. Ça, je vais vous l'aborder plus tard alors. Donc, vous devez comprendre une chose, Mimpangi, pour terminer.
c'est que si vous voulez renaître de vos cendres, l'Afrique, vous ne devez pas être là à penser reconstruire l'Égypte, parce qu'en fait, vous n'avez rien perdu. Pourquoi? Parce que l'Égypte des anciens se trouve dans votre patrimoine génétique. Ce que vous devez faire, cher Mpangui, il faut oublier ce que le bourreau nous a donné comme données sur l'Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons en nous, qui ont été brisées, qui ont été brimées, tout simplement parce que nous avons une vision tordue de l'Égypte, du Soudan, et nous pensons des choses. Lorsqu'on va en Égypte, on regarde les pyramides, on oublie que les pyramides en question avaient de la chose, c'était doré, il y avait des choses. C'est-à-dire que notre monde d'avant était plus avancé technologiquement que le monde d'aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de vous dire. Le monde d'avant avait une technologie biologique naturelle. Donc, le monde doit apprendre à voir l'Égypte qu'Hémet, non pas comme une merveille isolée, mais comme un chapitre du grand récit de la brillance africaine noire. L'histoire de l'Égypte Mpangui est l'histoire de l'Afrique et elle appartient au monde à travers la voix de l'Afrique. C'est pour ça que les Africains, comme disait Cheikh Anta Diop, doivent faire une connaissance de cette histoire en profondeur, mais pas que. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous étiez aussi au Japon, vous étiez aussi en Inde, vous êtes toujours en Inde, vous étiez aussi en Australie. Les Australiens détiennent d'une technologie avec les flûtes australiennes capables de soigner les malades actuellement. Sauf que les Africains ne peuvent pas y avoir accès parce qu'on les a fait comprendre qu'ils sont africains, ils vivent sur le continent africain, doivent rester tranquilles sur le continent africain. Et ça, c'est une anomalie parce que les flûtes australiennes des aborigènes soignent. Et dans les hôpitaux australiens, voilà. Alors, je vais vous partager l'écran. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés en Australie. Si parmi vous, il n'y a pas d'Impangi qui ont déjà fait, qui n'ont pas encore, Charles Lampangi est en Australie, vous devez comprendre une chose importante, c'est que chez Mpangui, au niveau de l'Australie, nous avons les cousins aborigènes et ces cousins aborigènes ont une flûte. Alors, est-ce que je peux mettre image? Et voilà, vous voyez ça? C'est la flûte de nos cousins aborigènes. Si vous réfléchissez en termes d'Égypte seulement, vous allez passer à côté de la technologie là. Alors, si vous prenez le temps de faire des recherches, le Hidaki, instrument traditionnel aborigène du nord de l'Australie, possède une dimension spirituelle et thérapeutique centrale. Utilisé pour le sound, donc le bain sonore, sa thérapie par les vibrations est censée réaligner l'énergie, purifier le corps et apaiser l'esprit en connectant les passions à la terre. Et vous devez savoir qu'il y a un documentaire, voilà, je pense que c'est la musique aborigène, il y a un documentaire qui est sorti sur ça, cette technologie, voilà, celle-là, magnifique flûte amérindienne. Japangui, quand vous aurez le temps, allez regarder ça. Aide à la guérison. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, en Australie, ils utilisent des flûtes amérindiennes, aborigènes. Non, ça est là. Chez Si, flûte native d'aide de guérison. Je parle de la flûte aborigène. Je pense que ce documentaire ici. Connaissez-vous le Dingé rideau? Voilà. Mais c'est plus lent. C'est un documentaire plus lent. Mais je vous parle de ça là. Et vous devez, c'est M6, voilà, c'est ça, c'est M6 qui l'avait produit. Et vous allez voir qu'ils vont à l'hôpital, les médecins les autorisent d'utiliser la flûte en question sacrée pour soigner certaines maladies en Australie. Et je vous assure, Champagne, ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc, prenez le temps, pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus, de pouvoir faire, voilà, l'instrument de musique emblématique de l'Australie, ainsi de suite, et vous serez étonné. Mais si vous êtes borné, que vous êtes africain, et que vous n'êtes qu'africain, parce que l'occidental a dit que vous êtes africain, vous allez passer à côté de la médecine. Chapangui, vous comprenez bien, j'arrive en Australie, j'arrive en Corée, vous retrouvez des civilisations de chez nous où les gens utilisent des technologies très anciennes, vous apprenez des choses. C'est pour cela que je vous ai dit que le Kimuntu est riche, riche de connaissanses, parce que Charles Lampangi
nous avons toujours été partout sur la terre, même si on nous a détruits partout où nous étions. Comprenez-moi bien que les connaissances scientifiques ces connaissances ont toujours été là pour nous aider à avancer. Et l'Égypte, ce n'est pas notre début, ce n'est pas notre fin. Il y a eu des civilisations plus avancées que l'Égypte. Il y aura des civilisations après qui seront plus avancées que l'Égypte. Il suffit tout simplement que vous maîtrisez l'activation de la neuromélanine, réactivez votre potentialité cognitive et je vous assure, les Mpangé, ce qui est en train d'arriver les années d'après, ça va faire du bien à l'humanité. Zola à vous. J'espère de tout mon cœur que c'est clair pour tout le monde. Prenez le temps, cher Zola Mpangui, pour que le monde continue à avancer. C'était en effet votre info Monsoi de Kimbaze, tout moi du Congo de Mona. Alors, je ne peux pas partir sans faire un petit coucou à des Mpangui qui sont en ligne, peut-être qu'ils veulent venir sur le plateau. Je vais mettre juste à votre disposition, cher Zola Mpangui, le lien qui est en bas. Cher Zola Mpangui, on va prendre quelques minutes pour que nous puissions partager ensemble ce que les anciens nous ont laissé comme héritage. La Terre, toute la Terre et sa multidimensionnalité, chers Zolampangui, est à votre disposition. Arrêtez de vous focaliser sur une seule chose. Arrêtez de penser le monde à travers la télé. Arrêtez de voir les visions du monde à travers ce qu'on vous raconte à la télé. Ayez une vision de pénétration par la méditation, par la contemplation, par la projection hors du corps. Voyagez à travers l'univers éthérique, l'univers astral. Allez voir par vous-même comment les choses sont structurées de l'autre côté et vous serez étonné du bonheur. Et oui, les Mpangui, le monde était très avancé. Le monde, il y avait un seul gouvernement planétaire déjà. N'oubliez pas cela. Je voulais toujours répéter, pour ceux qui sont dans le Kimuntu, vous savez de quoi je parle, à travers l'écriture, à travers la langue, à travers la culture. Il y a eu une seule civilisation planétaire qui avait été détruite par une guerre stellaire. Mais ça, il faut grandir pour comprendre cela, surtout pour notre peuple qui, depuis le berceau, te raconte l'histoire tronquée, falsifiée, shintaorisée des religions tordues, en fait, qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Oui, chers Lampangé. Et je répète encore que le mélanoderme, le blanc, n'est pas un descendant des Noirs. Ça n'a jamais été comme ça ne sera jamais comme ça. Et ça, il faut arrêter ça. Parce que souvent, ça fait du mal. Les grands blancs existent, les civilisations occidentales multidimensionnelles existent, cher Zolampangi, vous ne pouvez pas, parce qu'on vous a raconté que Batman existe, Superman existe, Spider-Man existe, que vous devez prendre tout ça au premier degré. Vous devez analyser, vous devez sonder, vous devez pénétrer la chose et vous serez étonné qu'il existait les Shem sous or. Champangui, vous avez les suivants de Russes. Il y a des civilisations, des Hanou, des êtres plus avancés que l'Égypte, des gens capables de se téléporter par le Mpini. Et nous, on est limité aujourd'hui. Et puis, les gens sont choqués par ChatGPT, alors que Charles Lampangui, la capacité de l'homme est infinie en connexion avec la nature. Zola vous. Alors, mes Mpangui, j'ai mis le lien en bas. S'il y a des Mpangui qui veulent me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Dans le cas contraire, je vais vous laisser tranquille maintenant avec Zola. Prenez le temps de digérer cette communication. N'oubliez pas que nous avons une retraite en Guadeloupe cette année, en juillet. Je serai sur la terre bleue de la Guadeloupe. Et je pense que pendant les kaboulas que nous allons faire, pendant les partages que nous allons faire, parce que peut-être certains ne le savent pas, il existe des pyramides en Guadeloupe. Ah, ah, j'étais étonné de constater qu'il y a même des Guadeloupéens qui ne sont pas informés qu'il y a des centres Charles de Lapangui engloutis dans les zones. Il y a des moments, lorsque j'ai fait des conférences au Mexique et que j'expliquais qu'au Mexique, Charles de Lapangui, au bord de Cuba par exemple, il y a des pyramides englouties. Il y avait un ami cubain qui me disait, soit dit, c'est pas possible. Jusqu'à ce que je lui ai montré l'image. J'ai dit, regarde. Il dit, non, mais attends, il y a des pyramides dans ma zone. J'ai dit, oui, il y a toujours eu des pyramides. Tout le continent américain, Charles de Lapangui, était couvert par une civilisation très avancée. On se déplaçait par des Vimana. Bon, là aussi, les humains sont devenus tellement tordus qu'ils ne sont pas conscients que le monde était plus avancé, était moralement plus avancé. Les gens se communiquaient par télépathie, les gens parlaient des langues du cœur. Mais bon, ça va aller. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamek. On me pose des questions ici. On me dit, tout moi, on me dit quoi dire? À quand le Kinkuluki 2? Non, mais c'est déjà prêt. Vous savez, lorsque je vous lance sur l'histoire, c'est que
quelque chose se prépare. Hein. Je suis toujours, vous savez comment je fonctionne. Voilà. Donc, matondo à tous les Mpangui, Zola à vous, que les Bakolo nous accompagnent. Prenez soin de vous. Le monde n'est pas ce que nous pensons. Le monde est plus complexe. Il existe sur Terre des êtres immortels qui vivent depuis des millénaires sur la Terre. Mais comment expliquer à quelqu'un qui meurt à 90 ans, 100 ans, et qui a été éduqué dans une bulle, parce que nous sommes dans une prison à ciel ouvert, manipulée par des sociétés secrètes iséfétiques, comme les Bilderberg. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.